Ben, merci à tous d'être venus, si nombreux, comme on dit. On va faire du bruit pour. Et ce soir, alors, je n'ai pas besoin de vous présenter Thierry, qui nous a déjà fait plusieurs soirées extraordinaires. Je me souviens de celle sur l'histoire des religions. Ah oui, oui. Ah oui. Et aussi sur la vie aussi, comment ça s'appelait, l'impératif Du vivant. du vivant. Et ce soir, il renouvelle, mais au lieu de parler du passé, là, il nous parle de l'avenir, plus que ça, de la prospective. Alors ça, c'est un sujet extraordinaire, et il avait, avec son équipe, comme vous avez lu dans le programme, avec son équipe, ils avaient imaginé ce que ça serait la société en 2100. Alors évidemment, on n'y est pas encore, mais ils ont travaillé ça en 1990. Alors on peut voir au bout de 30 ans s'ils se sont trompés ou pas. Alors je vais demander de venir nous parler du résultat de cette question. Alors voilà, je passe la parole à Thierry. Merci. Oui, l'idée c'était que en 1990, ça fait déjà 30 ans, Ça va, tu vois. nous avons publié ce livre qui a pour titre 2100, Récit du prochain siècle. Donc 30 ans, c'est une bonne durée pour se demander qu'est-ce qui, dans ces anticipations, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que, donc, avec l'amitié de Calligraphis, je peux essayer de vous présenter aujourd'hui une réflexion sur ce sujet. Donc j'ai essayé de parler de l'élaboration de 2100 Récits du prochain siècle. Et d'abord, la première chose, c'est effectivement de s'interroger sur la méthode qui a été suivie. Et la méthode parle d'un mot qu'on avait appelé à l'époque l'ethnotechnologie. C'est un mot qui n'est pas très usité. Les scientifiques, même en sciences humaines ou en technique, ne se sont pas précipités pour faire des travaux et publier des livres sur ce sujet. Néanmoins, c'est facile à comprendre que pour faire de la prospective, il vaut mieux, en effet, regarder l'ethnotechnologie, c'est-à-dire l'interaction de la technique et de la société, puisque d'un côté, la société produit la technique par le processus d'innovation, et de l'autre côté, la technique transforme la société qui s'accoutume plus ou moins bien aux innovations qui ont été promues. Alors, en regardant donc l'histoire des techniques, donc on revisite l'histoire, mais pas n'importe quelle histoire, en particulier, on sort un peu du domaine qui est habituellement traité par les historiens, pour regarder justement cette question de l'histoire des techniques et des interactions technique-société. Donc, en revisitant l'histoire, on obtient en effet un tableau. Et là, j'ai simplifié entre moins 3000 et moins 700. Ouais. Donc, il y a en effet, particulièrement en Mésopotamie, bien sûr, mais c'est pas seulement le cas, puisque la domestication du chameau et du cheval qui date de moins 3000, ils sont plutôt venus du côté du Maroc. Et après, ils se sont propagés jusque ce que nous appelons maintenant le Moyen-Orient. Et alors, entre moins 3000 et moins 700, donc, il s'est produit cette transformation un peu compliquée, dans laquelle la sélection des semences produit des surplus alimentaires, d'où les urbanisations, les gens se regroupent dans des villes, et en particulier dans ces villes, il y a des endroits pour échanger des marchés. Et les marchés ont besoin
de comptabilité et de métrologie, d'où l'invention de dispositifs de calcul, d'écriture, des écoles, des tribunaux et de la métrologie. Donc ceci, c'est entre moins 3000 et moins 700, comme l'indique cette diapositive. Alors ça, c'est intéressant parce que ça donne un premier cadre. Les historiens ont l'habitude de s'intéresser à l'histoire de la puissance, les histoires guerrières en particulier, les occupations de territoire. Là, on parle de l'histoire des techniques, c'est-à-dire de la vie quotidienne. Et on se demande comment la vie quotidienne s'organise. Et en effet, il y a non seulement les inventions que j'ai décrites sur cette diapositive, mais aussi, plus récemment, la projection de l'industrialisation. Car en effet, l'industrialisation, ce n'est pas seulement un processus pour accroître les rendements, c'est aussi une certaine relation avec la matière et avec la nature. Alors cette projection de l'industrialisation, elle est assez bien étudiée par Jacques Perriot, et en effet, c'est la répétition de la même chose, hein, qui se produit essentiellement d'abord en Mésopotamie, et puis après qui gagne le reste de la société, et qui aujourd'hui aboutit à des comportements étranges, comme par exemple cette industrialisation du mariage dans la secte Moon. Alors, dans le cas, on va remonter un peu dans le temps, dans le cas de la révolution technique médiévale, qui a lieu essentiellement au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, XIIIe un peu, cette révolution technique médiévale, on a au départ l'utilisation du fer dans l'agriculture, les socs de charrue en particulier, permettent de labourer beaucoup plus efficacement. Et puis, il y a aussi la source d'énergie donnée par les moulins, puisque là, l'agriculture, produire des céréales, par exemple, et après, il faut des moulins pour moudre. Et ces moulins, ce sont soit des moulins à eau, pour une bonne partie, soit des moulins à traction animale, on pourrait dire. Donc la révolution technique médiévale, elle a 4 pôles, hein, le fer dans l'agriculture, les moulins, et puis les horloges, structuration du temps, et puis la sélection des semences et des animaux. Alors, ça aboutit évidemment à des possibilités illustrées par les grands défrichements du Moyen-Âge, en particulier le XIIe siècle. Et ces grands défrichements, d'une part, ils sont liés aux socs de charrue en fer, voyez, et d'autre part, ils sont contemporains d'une autre utilisation d'énergie, qui est celle des moulins. Et en particulier, là, c'est les moulins de Toulouse, mais les moulins se sont un peu dans toutes les régions de France. Et donc on a un système dans lequel, en effet, l'agriculture devient beaucoup plus efficace à cause des socs de charrue. Et puis, derrière, la meunerie, au lieu d'être actionnée par des moulins à vent, vient aussi actionnée par pas mal de moulins à eau, en particulier là sur les bords de la Garonne. Alors, en même temps, évidemment, vous avez une diffusion de la culture technique. Et à cet égard, ça c'est l'abbaye du Toronnet, à cet égard, les monastères vont être des diffuseurs extrêmement importants de cette culture technique qui va permettre les grands défrichements
et l'augmentation des rendements de l'agriculture. Alors, peu après cette époque, là nous sommes au XIIe siècle, on va passer au XIVe, au XIIIe, XIVe siècle, et là on a les premières mondialisations. Première mondialisation, vous voyez cette carte de 1502 qu'on appelle l'Atlas de Cantino, il évidemment met en relief l'Amérique, notamment l'Amérique du Sud, qui venait d'être découverte, comme on dit, bien qu'il y ait déjà pas mal de monde là-bas. Et donc, cet Atlas de Cantino est publié seulement 10 ans après Christophe Colomb. C'est dire la rapidité avec laquelle, je dirais, les cartographes de cette époque ont réagi à ce qu'on a appelé la découverte de l'Amérique. En fait, c'était pas vraiment une découverte, c'est plus compliqué que ça. Enfin bon, en tout cas, vous avez sur cette carte, ici, effectivement, les différentes mondialisations. La route de la soie, ça a commencé avant Jésus-Christ, la route de la soie, même vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Les échanges avec la Chine existaient. Et puis, donc il y a une mondialisation terrestre, au moins entre la Chine et l'Europe. Et puis là, on a une mondialisation maritime qui va bientôt, en effet, faire le tour du monde. C'est Vasco de Gama, XIVe siècle, comme vous voyez. Et l'atlas qui est ici, ce dessin, qui est le premier atlas, si on peut dire, l'atlas de Cantino, il date de 1502, c'est-à-dire quand même très peu de temps après 1492, la date de Christophe Colomb. Alors entre 1100 et 1300, il y a ce changement de système technique qui aboutit à une augmentation de la population qui va arriver aux 40 habitants au kilomètre carré. Mais à partir de 1315, on a 2 siècles de déclin, entre 1315 et 1475, et la population revient à 20 habitants au kilomètre carré, qui était la densité antérieure. Et en effet, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est que la population était trop nombreuse par rapport aux ressources exploitables à l'époque, et donc on a une évolution dans laquelle l'évolution se produit toujours sur des courbes logistiques, les courbes en S. On a une saturation, puis un déclin et une stabilisation dans le cas du Moyen-Âge. Donc ça, c'est intéressant de voir ces phases parce que dans des époques plus récentes et peut-être même futures, on risque aussi d'avoir une évolution de ce type. Alors aujourd'hui, nous sommes au-delà, nous ne sommes plus dans une révolution médiévale, on n'est plus non plus dans une révolution industrielle, on est dans ce que nous appelons une révolution cognitive. Ce qui nous permet de faire de la prospective, puisqu'on est au début de cette révolution cognitive, dans laquelle vous avez les 4 pôles. Hein. Les 4 pôles, c'est les matériaux, l'énergie, la structuration du temps et la relation avec la biosphère. Hein. Donc ces 4 pôles qui peuvent caractériser tous les systèmes techniques successifs. Alors, dans le cas de la révolution qui nous occupe, qui est celle d'aujourd'hui, qui a commencé il y a à peu près un siècle, on a polymère et électricité qui sont l'axe matériaux-énergie. Il n'y a pas, je veux dire, quelque chose de très, très connu. Mais on a surtout l'axe vertical qui devient prépondérant et qui va depuis l'optoélectronique, c'est-à-dire la maîtrise de la nanoseconde ou de la femtoseconde peut-être,
pour certains cas, jusqu'à l'écosystème, la relation de l'espèce humaine avec l'écologie. Et pour préciser les choses, disons qu'on a deux scénarios semblables. Alors je ne sais pas si c'est très lisible de là où vous êtes. Donc au Moyen-Âge, on a un absentéisme de la classe dirigeante. Au Moyen-Âge, ce sont les chevaliers qui partent en croisade. Et puis, avant la révolution industrielle, c'est-à-dire le 18e, on a les nobles qui sont attirés à la cour. On a ensuite la fraude fiscale du côté des percepteurs. Au Moyen-Âge, c'est les dépositaires du pouvoir bannot. Pouvoir bannot, ça veut dire qu'ils sont désignés pour lever le ban, c'est-à-dire l'impôt. Le pouvoir bannot, ils s'enrichissent. Et puis, au XVIIIe siècle, ce sont les fermiers receveurs qui non seulement s'enrichissent, mais rachètent les terres. Après quoi, il y a un recours à la technique. Les cisterciens se mettent au travail au Moyen-Âge et ils font en effet pas mal de progrès techniques. Et puis, au XVIIIe siècle, ce sont les encyclopédistes qui divulguent la technique qui, jusqu'alors, était confisquée par les corporations. Ça, c'est intéressant, parce que ce sont en quelque sorte des francs-tireurs qui font des opérations de diffusion, de divulgation, si on peut dire, qui sont contraires aux intérêts de leur classe sociale. Alors, basculement du pouvoir ensuite, les paysans copient les techniques cisterciennes, et puis la bourgeoisie fait des affaires au 19e et 20e siècle. Et enfin, il y a une nouvelle classe dirigeante qui se constitue, maître de forge au 19e, enfin tout ça est bien connu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui nous intéresse si nous voulons faire la prospective du siècle prochain. Alors en effet, si je prends ligne par ligne, je vois que les diplômés qui sont l'équivalence de la classe dirigeante, que ce soit la noblesse ou la chevalerie, les diplômés partent dans la finance et dans les médias, les services publics sont privatisés, les banques, télécoms, et puis on commence à avoir les logiciels libres comme recours, et on a des processus de développement local. Donc, je reprends le schéma général. On va dire on a toujours l'axe matière-énergie, l'axe horizontal, et l'axe structuration du temps et relation avec le vivant, qui est l'axe vertical de ce schéma. Alors, évidemment, nous sommes dans une période critique dans laquelle les riches et les pauvres sont à 100 mètres les uns des autres. Ça, c'est une banlieue de São Paulo au Brésil. Mais en fait, cette période est critique dans la mesure où ceux qui sont dans cette banlieue n'ont pas de perspective. There is no future for you. Donc, ils sont obligés d'inventer autre chose. Alors, parmi les autres choses, il y a un élément important, c'est les monnaies. Donc, on a des monnaies locales. Alors, cet exemple du troc lors de la crise en Argentine, mais pas seulement sur le site internet qui est là, on peut trouver toute la liste des monnaies locales, et d'autres mesurages de la richesse se mettent en place. Et si on regarde l'évolution, là c'est une évolution qui va jusqu'à la fin des années 2000, c'est 2005-2006 je crois.
Donc on voit quand même un développement impressionnant d'une diversité monétaire. D'un autre côté, les grands travaux, Cité Marine et autres structures flottantes, commencent seulement aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait longtemps que ces grands travaux sont dans le carton, et ça fait longtemps qu'on attend aussi de les réaliser à une échelle qui puisse avoir une influence planétaire. Alors, les valeurs pour le système ancien, domination, conquête et performance, et pour le système nouveau, empathie, individuation, non plus individualisme, mais individuation et résilience. Alors, j'avance pour dire que pour que l'espèce humaine s'occupe de la nature, il faut qu'elle vive auprès de la nature. Et effectivement, on commence à voir la question de la désurbanisation, de la reconquête de l'espace rural se manifester. Alors, dans certains cas, ce sont seulement sous la forme de villes vertes et de plantations en ville, mais d'un autre côté, il y a quand même un plafonnement des très très grandes villes et un retour d'une bonne partie de la population vers un monde un peu plus orienté vers la nature. Donc voilà, j'en termine avec ça et je suis prêt à répondre à vos questions. Si vous en avez. Quelle est votre différence de perspective entre 1990 et aujourd'hui? Il y aurait une différence de perspective importante, c'est que il y a des bruits de bottes. Ils sont tout récents. Hein. Qui sont très présents aujourd'hui et qui ne l'étaient pas en 1990. Maintenant, ce qui est de la technique du quotidien, on peut dire que ce qu'on avait vu en 1990 représente à peu près ce qu'on a vu se développer depuis. La prolifération des ordinateurs avec tous ces stockages de données massives, c'était déjà dans les tuyaux en 90? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, en 90, les machines disponibles avaient déjà des mémoires énormes. Toutefois, c'était pas au niveau de l'ordinateur portable personnel. C'était plutôt au niveau de grandes machines. Oui, mais donc la collecte des données actuelles, qui sont des données interpersonnelles, voire très personnelles, c'était pas du tout le cas à l'époque, et ces données-là sont beaucoup plus importantes maintenant que toutes les autres données. Ah, ça, je ne saurais pas vous dire si elles sont beaucoup plus importantes ou pas. Bah, quand on s'imagine que tous les textos, toutes les conversations, les chats, les réseaux sociaux sont stockés quelque part pour pouvoir affiner les profils de chaque individu et ainsi de suite, ça fait une masse quand même tout à fait colossale. Oui, vous avez raison de dire que c'est utilisé par des travaux de marketing. Ben oui. Ça, c'était quand même une dimension dont on n'avait pas beaucoup de notions en 90. Les réseaux n'étaient pas développés comme ils le sont actuels et surtout pas utilisés à l'échelle actuelle de marketing Internet était déjà découvert. Et de suivi, pardon? Internet était déjà découvert. Oui, il était découvert. C'était pas répandu comme aujourd'hui. Voilà, c'était prévisible. Il n'était pas existé comme ça. Le Minitel existait encore, mais plus pour longtemps.
Oui, mais là, vous parlez de stockage de l'information. Le stockage, En particulier les informations personnelles. ouais. Qui permet une espèce de contrôle sur Voilà. C'est le la grand population, ou problème. du moins d'envoyer des messages ciblés, Des qui pistes. pour la Ouais. plupart sont des messages marketing, Ouais, et pour une petite partie des messages de type politique. ouais. Mais on peut dire que par rapport au système tel que nous l'avons connu dans les années 90, disons, je dirais que le marketing est toujours là, mais le politique a peut-être moins de place du point de vue de justement cette gestion des données personnelles. Encore que en Chine, c'est pas tout à fait vrai. Alors vous avez raison, la Chine est sans doute le pays d'exception par rapport à cette problématique. Vous avez raison. Ils font quand même 10% de la population mondiale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense à un truc. Comment? Je pense à une chose que vous avez dit là, par rapport à la courbe comme ça. Oui. Croise et qui décroisse. J'étais en train de penser à un truc. Vous n'avez pas parlé, par exemple, qu'il y a eu des moments, il y a eu une évolution, et puis, pof, une guerre. Une guerre, comme s'il y avait une régularisation entre la guerre de 100 ans, entre la guerre de la guerre mondiale, et là, ce qui risque de nous arriver. On se demande s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y aura bien malgré nous, de toute façon, des régularisations qui vont se faire à cause de ces événements. Parce qu'on va être trop nombreux sur la Terre, parce que Oui, c'est ça, oui. Non, c'est ce qui est C'est-à-dire, il y a de tout temps, il y a eu trois facteurs de régulation. C'est les guerres, les famines et les pestes. Ouais. c'est ça. Pour le moment, les deux. Donc dans le cas médiéval, c'était plutôt les famines et les pestes qui jouaient. On a eu effectivement au XXe siècle, au moins pour la Première Guerre mondiale, je crois que la deuxième a été quand même moins meurtrière. Mais la Première Guerre mondiale, ça a été en effet un moment de régulation de la population, si on peut dire. C'est atroce. Mais bon, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, il faudrait regarder plus en détail ce qui... Tu as peut-être des idées puisque tu as travaillé avec... Oui, mais je me souviens plus des chiffres exacts. Oui, il y a un phénomène régulier qui fait que... régulateur ou régulier qui fait que à un moment donné, il y a des processus de destruction qui ont pour conséquence la réduction du nombre de vivants. Et est-ce qu'on peut le prévoir au sens où est-ce que sur le plan militaire il y a une adéquation systématique avec un moment, etc. Ça c'est moins prouvé. Parce que c'est là où le politique intervient et c'est là où le système de valeurs devient prépondérant par rapport aux interactions strictement techniques. Donc après, quand tu parlais des bruits de bottes, il est effectif que et plus on a un système coercitif entre le stockage, la diffusion d'informations, l'utilisation du marketing à des fins qui deviendraient non plus seulement marketing, mais à ce moment-là politico-économique, c'est-à-dire de conquête, donc de destruction. Voilà. Et en même temps, on reste dans des guerres qui sont des guerres territoriales comme au 19e, finalement, mais très régressives aussi. Quand on voit ce qui se déroule en même. C'est comme ça, une simultanéité de techniques anciennes et de pratiques anciennes, et puis dans un 21e siècle qui, a priori, et de manière prévisionnelle, aurait dû utiliser ou pu utiliser autre chose. Alors, bon, qu'est-ce qu'on appelle destruction? Est-ce que c'est la destruction de la vie? Autre chose, est-ce que c'est la destruction de la vie en tant que... est-ce que c'est la destruction d'un système de pensée, d'un rapport au fait d'être en vie?
c'est-à-dire en termes de civilisation, donc voilà, plusieurs choses en même temps. Je pensais, tout à l'heure tu disais 40 habitants au kilomètre carré. Oui. Ça c'était quand? Au Moyen-Âge? Oui, En France? c'est le maximum, oui. Et sur quel territoire? C'était dans l'Hexagone? Enfin, de ce qu'on appellerait l'Hexagone? L'Europe, En Europe? oui. Mais dans les villes ou régulé surtout? Non, Non, c'est la moyenne, c'était régulé, c'est une moyenne. C'est ça. une moyenne C'est de une 40, moyenne. c'est beaucoup. Oui, Oui, ça paraît pas mal. beaucoup. C'est énorme. Oui, ça paraît beaucoup. c'est ouais. pas mal. Mais On est à c'est combien comme, aujourd'hui, par exemple? Comme un plafond. On serait à combien aujourd'hui au kilomètre carré en Europe d'habitants? Non mais je sais pas, On serait plus près des 100 habitants au kilomètre carré aujourd'hui. D'accord, En donc tout on n'a cas, pas en- beaucoup En évolué. tout cas en Europe continentale. D'accord. Oui, l'Europe continentale. Donc on n'a pas beaucoup évolué en fait. C'est très peu finalement. Enfin, Ah ben, il y a eu la régulation, comme je disais, naturelle, c'est-à-dire qu'effectivement, en Europe, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas aller plus vite que les techniques et que les matières. Et donc, du coup, les familles à 2 et 3 enfants, c'est quand même en Europe très ancien comme étant déjà une moyenne. oui, Et donc la Chine s'y est mise politiquement, mais en Europe c'est évolué naturellement. Il y a quand même les familles nombreuses, oui bien sûr, il y a toujours, partout il y a des familles nombreuses, mais la moyenne est assez ancienne, à peine un renouvellement en Europe. Sauf à certains moments, Oui, évidemment, et dans on est bien certains d'accord, pays, c'est jamais linéaire, puisqu'il y a quand même la politique dedans aussi, en effet. Après la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde connaît le slogan « Faites des bébés », bon, voilà, mais... ouais. En tout cas, moi je me rappelle d'une chose, quand j'étais en primaire, l'instituteur nous avait montré une pyramide des âges. Ouais. Oui. Et là, on n'était pas très loin des 2 guerres en fait, quand j'étais gamin. Oui. Et on voyait clairement Oui, dans la pyramide de guerre mondiale. on voyait les guerres. Absolument. Tandis que là, maintenant, la pyramide, elle est en train de s'inverser. Elle marche sur la pointe. Oui, la démographie, c'est évidemment un élément absolument fondamental. Bah ouais, c'est sûr. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a à la fois d'un côté ce que les gens disent et de l'autre côté ce que les gens font. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que dans le cas de l'après-guerre, je veux dire, l'après-guerre des années 20, par exemple, a été un après-guerre plutôt qui a fait baisser plutôt la démographie. Ouais. Et l'après-guerre des années 45-50 aussi, mais peut-être moins. Oh, moins. Puis après, Et puis après, bon, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de stabilisation qui joue. Mais il faudra regarder les données récentes. Je les ai pas, puisque là, on parle de la fabrication de ce récit, qui date quand même maintenant de 30 ans. pour illustrer ce que tu disais entre ce qui se dit et ce qui se fait, par exemple, là j'ai interrogé un certain nombre d'opérateurs immobiliers, d'agents immobiliers à Paris. Et en fait, le mouvement de départ qu'on avait observé avant et pendant la Covid vient de s'inverser et il y a un retour en masse de demandes pour revenir dans la capitale depuis le mois de janvier. Donc ils ont une surdemande, etc. Donc c'est pas ce qu'on entend, mais c'est ce qui est en train de se passer. Mais eux sont très évidemment à l'écoute de ça, puisque c'est leur métier et que passer d'une demande de 1 à 20 en 3-4 mois, par exemple, pour un opérateur immobilier ou une agente immobilière, en l'occurrence, qui est dans le 12e, évidemment, ça change sa quotidienneté de travail. Et là, je fais très attention à cela parce que
j'ai une pratique artistique et donc j'utilise des ateliers qui sont dans des lieux généralement en mouvement. Enfin, tous les 3-4 ans, je déménage en fait mon atelier en fonction des évolutions de l'urbanisme, puisque j'utilise des lieux qui sont en devenir d'autre chose, c'est-à-dire qui vont donner lieu à rénovation, qui sont des grands lieux souvent classés, soit industriels, soit historiques, soit, enfin ça dépend, c'est au gré de mes découvertes et de mes obstinations parfois aussi. Et voilà, donc je suis à l'affût de fait, et là je l'ai été encore plus puisque j'ai failli devoir changer, et finalement ça va se faire, puisque le Chinois qui a acheté le bâtiment où j'étais ne l'achète plus, et puis il y a un autre devenir. Voilà, donc j'ai été pendant un mois très alertée, et j'ai beaucoup pris d'informations, et tout en recueillant des choses qui étaient pour moi un problème technique, d'outils de travail, j'ai entendu et vu confirmer ce mouvement qui est contraire à ce qu'on nous dit. Et à ce que les gens ont dit qu'ils allaient faire. Tout à fait. Non, ça c'est sûr que... Donc c'est totalement contradictoire. Le perçu et le vécu sont vraiment deux choses différentes. Oui, parce que c'est la question du rapport au travail et à l'échange parce que les vidéoconférences, tout ça, enfin beaucoup de choses ont été... un certain nombre de choses ont été actées, mais dans la réalité de la durée, à ce moment-là, il y a un comportement autre qui s'inscrit. Oui, tout à fait. Donc, voilà, on verra ce que ça donnera. Hein. Donc, on pensait à un exode... beaucoup plus important. Oui. Alors qu'en plus, là c'est même l'inverse. Et c'est pas seulement à Paris, hein, c'est dans les grandes villes. C'est dans les grandes villes. En général. C'est exact. Et quel est l'intérêt d'ébruiter le contraire? Pardon? Quel est l'intérêt d'ébruiter le contraire? Ah ben c'est pas une question d'intérêt d'ébruiter, c'est que les gens avaient manifesté une saturation et l'avaient exprimé en disant on quitte la ville, on s'en va, on achète des maisons ici ou là, on s'installe ailleurs, et en fait maintenant ils font l'inverse, ils reviennent. C'est pas un problème d'ébruiter, c'est que le souhait intellectuel était de dire d'aspirer à une autre vie, et dans la réalité... La réalité n'est pas ce discours. N'est pas ce discours. C'est pas un problème d'ébruiter. Oui, mais est-ce que ça fait monter les prix? Ah, la conséquence. La conséquence, oui, bah ça... oui, bien sûr, oui. Alors, en tout cas, ça change le rapport à la rareté et à l'offre. Après, les conséquences, c'est le prix, mais là, après, il y a des régulations publiques, justement, qui interviennent et qui peuvent modifier totalement les champs de... Oui, c'est ça l'idée de ma question, c'est que ça change le marché. Oui, si on était dans un système strictement libéral, oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les villes et les régulations ont beaucoup plus de poids que les lois strictes de la balance du marché, d'un certain marché économique, en fait. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il y a longtemps qu'on aurait quitté le centre de Paris tous. On serait à la Courneuve, justement. Alors, il me semble aussi qu'une des grandes différences entre 90 et aujourd'hui, c'est qu'en 90, il y avait une mondialisation qui ne posait aucun problème. La planète entière coopérait, en particulier pour le développement technique, numérique, etc. Bon, la Chine en était assez balbutiement. Ça a eu, je dirais, son apogée dans les années récentes, 2010-2015. Depuis que, justement, l'Amérique, enfin les États-Unis, veulent absolument préserver leur hégémonie, eh bien, ils bloquent. Maintenant, il y a deux blocs, et la coopération pour le développement technique numérique en particulier, intelligence artificielle et tout le reste, qui ne se faisait d'ailleurs, il faut bien le dire, depuis 30 ans que dans ces deux pays-là. Comme vous le disiez, l'élite en France se préoccupe plutôt de la banque ou d'autres choses que de s'occuper de la technique. Donc, c'est passé aux autres pays. Depuis ce moment-là, il y a justement une compétition telle qui fait que ça freine, chacun voulant absolument être le premier, rester le premier, enfin l'un rester le premier et l'autre le devenir.
tous les échanges ont été coupés entre les deux, et ça fait quand même une barrière énorme, si vous voulez, pour le développement des techniques. Surtout que chacun avait en plus dans la mondialisation un marché mondial. Maintenant, ce n'est plus que la moitié de la population pour chacun d'eux. Et en plus, il y a des valeurs qui sont apparues complètement différentes, enfin, elles existaient un petit peu déjà, qui se sont creusées. On voit bien que c'est des États-Unis et de l'Occident en général, qui est de répandre les démocraties dans le monde, d'accorder la liberté justement aux individus comme aux nations, etc., n'est pas partagée par, je dirais, les pays qui sont plus autoritaires et à organisation hiérarchisée. Et tout ça va perturber terriblement avec les guerres qui se profilent. Les guerres qui existent déjà et qui se profilent peut-être encore plus à l'avenir, ne va perturber complètement l'évolution qu'on croyait absolument fulgurante pour le règne de la technique jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans. Je n'ai pas bien saisi la question. Non, c'était une réflexion. C'était une réflexion. C'était une réflexion plutôt qu'une question. Oui. Non, la question serait, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous partagez cette réflexion? Il y a au moins une question. Est-ce que vous pouvez me repréciser? Les différences entre 90 et aujourd'hui 2022, c'est que, si vous voulez, en 90, il y avait un élément fondamental dans, je dirais, l'évolution qui était la mondialisation. Et à peu près sur le modèle et une coopération générale de tous les pays, en tout cas développés, où on voit le développement important de la planète pour avoir un même régime, etc. Donc, je dirais, enfin, pour une coopération harmonieuse, heureuse, etc. Et la disparition progressive des rivalités, des guerres, de tout ce qu'on veut. C'était le moment aussi, c'était la fin, où on prenait la fin de l'histoire, par Fukuyama. Et depuis, on voit au contraire que les oppositions se sont manifestées partout, qui bloquent terriblement le développement de techniques, et surtout des techniques qui révolutionnent déjà à tout le monde, qui sont justement le numérique et l'intelligence artificielle. Il faut des cisterciens modernes, il faut des francs-tireurs et des... Non, ça va, mère. Oui, on peut dire des choses comme ça. Ceci dit, il faut quand même avoir bien dans l'esprit que les techniques militaires, elles ont beaucoup compté dans les performances des techniques civiles. Bien sûr. Bah oui. Moi, je me souviens quand, avant qu'on mette en chantier ça, donc j'ai eu comme ministre Chevènement. Et Chevènement avait toujours un œil sur ce qui se passait au ministère de la Défense. Et comme il y avait un centre de prospective au ministère de la Défense, il a voulu en faire un dans son ministère qui était la recherche. Et c'était moi qui en étais chargé. Donc, mais il avait toujours dans son idée de ressembler au ministère de la Défense. Il se disait en fait, il y a la guerre bien sûr, mais il y a aussi la guerre économique. C'est une expression qui date de cette époque-là, avec l'idée que si on était particulièrement performant, actif et bien financé, on pourrait vaincre ou asservir les entreprises des autres pays de la même manière que les militaires arrivent à gagner une guerre et à servir. C'est vrai que vous avez dans le domaine industriel des positions dominantes, qui se traduisent beaucoup plus d'ailleurs par
d'actionnariat majoritaire que par des occupations physiques. Donc il y a une différence, mais c'est quand même assez ressemblant par certains aspects. En tout cas, le rapport de subordination est toujours là. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un ministère de la coopération technique qui était j'allais dire, le bras associé au ministère de la Défense. Le ministère de la Coopération travaillait avec le ministère de la Défense. Bien sûr, oui. C'était son prolongement dans certaines zones qui étaient des anciennes zones dominées par notre pays. Oui, oui. C'était très clair dans la pensée de tout le monde, ça. Enfin, bah oui. Personne ne... Parce que je signale que Patricia a travaillé au ministère de la Défense, justement, à ces époques-là, donc oui, particulièrement informée. C'était pas... Les chevènements a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, c'était de... Oui, oui. Le chevènement, il avait un raisonnement, mais il avait une personnalité double. D'un côté, il y avait un côté fils d'instituteur, donc avec l'idée, le bien public, le bien commun. Le bien commun, oui, tout à fait. Et puis d'un autre côté, il était fasciné quand même par les aspects militaires. Par le pouvoir. Hein? Par le pouvoir. Oui, c'était vraiment le pouvoir. La vie militaire. Ceci dit, c'est un personnage assez sympathique sur le plan personnel. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Ben, il va très bien. Il ne fait plus parler de lui dans la presse. Il prend de l'âge, donc il va moins sur les plateaux de télévision. De temps en temps, on le voit à la télé. Oui, on l'a vu là récemment pour l'élection présidentielle. Il est passé sur les plateaux. Mais enfin, il a quel âge maintenant? Il doit avoir 90 ans passés, quelque chose comme 92 ou 93 ans. Et évidemment, il a une manière de se présenter qui n'est pas très télégénique. Et donc, il est moins sollicité. Vous me surprenez, je croyais qu'il était plus jeune que ça. 83 ans. 83. 83 seulement? Oui. Je croyais qu'il était plus âgé que ça. Oui, il est né le 9 mars 39. Parce qu'il a pris beaucoup de vieux. Il parle plus comme un homme de 90 ans que comme un homme de 83 ans. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est normal, il a été maire de Belfort, et Belfort, c'est dans le 90. C'est dans le 90. Il a pris de la teinture. Ok. Une question alors, c'est fini. Alors ça veut dire finalement qu'on est actuellement dans une situation de plateau là. Au niveau de la population. Ah, démographiquement. Oui. Ben oui. On n'est pas. On le sait. D'après ce que vous disiez. Ça, les études démographiques montrent que la population mondiale, normalement, devrait, un peu avant l'an 2100, régresser. Voilà, c'est ça. Mais on le voit non, mais ça, c'est déjà démontré depuis pas mal de temps. Voilà. Ouais. C'est attendu. C'est attendu. Et ça se produit d'ailleurs, à peu près. Bien. Tous les pays soient développés, et à ce moment-là, ils freinent je dirais, leur descendance. C'est évident. Et c'est un tout le surplus de la population qu'il y a des pays qui sont encore en développement. Oui, mais même en Afrique, ça commence à être le cas. En Afrique, il y a des pays qui commencent à déjà plafonner. Absolument. Moi, je voudrais simplement faire remarquer que la Chine, parce que c'est un pays que je connais un petit peu, la Chine, les femmes n'avaient pas le droit
Oui. de faire plus de 2 enfants. Oui. Hein, et que maintenant, eh bien, on les a libérés, on leur donne la possibilité Oui. de faire beaucoup plus d'enfants. Ah, mais c'est parce que M. Xi Jinping dirige autoritairement la Chine. C'est lui qui l'a décidé. Oui, peut-être, mais si vous voulez, bon, à chaque fois, c'est compliqué parce que il change d'avis tout le temps. Non, ça a duré quand même pas mal de temps. Oui, mais ça, que les femmes en souffraient, hein, il ne fallait faire qu'un enfant. Oui. Ça, moi, je m'en souviens parce que je suis allée en Chine. Et je ne parlais pas chinois, mais il y en avait pas mal qui parlaient français. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu aussi, vous allez dire, je ne suis pas maoïste, mais Mao Tse-tung parlait très bien français et il adorait la littérature sous toutes ses formes, et en particulier la littérature française. Et c'était comme par ça que j'étais partie en Chine. Et vous voyez, parce que bon, il y a eu des petites... C'est un peuple curieux, la Chine, en même temps, enfin, bon, pour moi. Mais les femmes, elles souffraient parce qu'elles ne pouvaient pas donner un frère ou une sœur à leurs petits, quoi. Et ça faisait des familles écartelées et malheureuses. Voilà, alors maintenant, ça a dû changer, comme vous dites. Bon, j'avais pas l'impression tellement, mais enfin bon. Non, non, ça change pas beaucoup. Pour l'instant, c'est pas encore violent. C'est pas encore violent. De toute façon, les Chinois, une grande partie de la population rentre dans ce qu'on appelle les classes moyennes, et eux, ils font ce qu'a fait la vieille Europe, c'est-à-dire que de toute façon, ils se limitent à 2 enfants. Parce qu'ils veulent la richesse et profiter de leur richesse. Donc ils ne veulent pas élever beaucoup d'enfants. Et comme les coutumes ancestrales où les enfants s'occupaient des parents, ça se dilue aussi en Chine, et bien les Chinois n'éprouvent pas le besoin d'avoir des familles nombreuses et de donner de nouveaux enfants. Donc Xi Jinping a dit « Ah, mais nous, on veut rester la première puissance mondiale, donc il faut qu'on reste au top. » Et ils sont en train de se faire rattraper par l'Inde. Alors il a dit, non, maintenant on peut avoir un peu plus d'enfants, mais c'est pas rentré dans les mœurs pour autant, hein, parce que les Chinois ils veulent pas. Il faut changer la taille des appartements. Après. Il faut changer beaucoup de choses. On n'est plus à l'époque de l'agriculture. Oui. Ah, maintenant c'est les tours, voilà, donc les buildings, et donc c'est plus la même chose. Non. Donc tout ça c'est des décisions. Comme disait monsieur, effectivement, il y a le perçu et le réel. C'est pas... On dit des choses comme vous disiez, on disait, avec le Covid, on avait l'impression que tous les citadins allaient partir à la campagne et allaient travailler en télétraitement. Puis finalement, en fait, tous les jeunes, ils veulent revenir dans les centres-villes. Parce que le télétravail, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Ben oui, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les règles de l'entreprise, c'est pas du tout au point. Et puis ça isole complètement socialement, syndicalement, et voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça a été. C'est pour ça qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, mais ça ne se réalise pas, et ça va même à l'inverse de ce qui finalement on croyait en effet que ça allait prendre. Mais non, c'est l'inverse qui se passe. Ceci étant, c'est sur une courte période. Après, il va falloir lisser ça sur les 25 années qui viennent pour savoir quelle sera la vraie tendance. À l'heure actuelle, c'est difficile de faire de la prospective à 10 ans sur l'évolution des mœurs des gens. C'est un peu illusoire. Comme vous disiez, on n'a pas encore créé les nouveaux systèmes d'habilité tertiaire, entre guillemets, qui permettraient de s'installer ailleurs dans un échange productif, vivrier, etc. L'alternative n'est pas suffisamment construite pour que ça soit durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prise de conscience qu'il pourrait peut-être y avoir une alternative. Et ça, c'est peut-être ça qui a avancé un peu. Oui. Mais c'est difficile à mesurer en 2 ans. En 2 ans, absolument. Il faut voir ça sur une période plus longue. Aujourd'hui, on serait certainement tenté de regarder les problèmes d'approvisionnement difficiles, notamment l'approvisionnement en eau. Oui. Le problème de l'eau, de toute façon, lui, ça va être un gros régulateur. Ça, c'est clair. Parce que je ne sais pas si on a les statistiques exactes du nombre de gens qui meurent
parce qu'ils consomment de l'eau qui est polluée, parce qu'il y a des famines, parce qu'ils ne peuvent pas arroser, parce qu'ils ne peuvent pas faire pousser les cultures, et ainsi de suite. À mon avis, si on faisait les statistiques déjà des morts sous ces conditions-là, ça équivaudrait à certaines guerres locales. Hein. Non, c'est des millions. Des millions. Ah oui, c'est des millions de personnes, hein, c'est des millions, et c'est malheureusement pas prêt de s'arrêter, parce que là, quand on voit, enfin encore récemment, un documentaire sur Arte, il y a des endroits d'Amérique du Sud où les gens ne peuvent plus se servir de l'eau. Il y a des endroits en Inde où les gens pour leur vie, pour survivre, ne peuvent plus utiliser l'eau. Ils sont obligés de quitter les endroits où ils sont. L'eau est tellement polluée qu'ils en consomment, ils meurent. Donc ils s'en vont. Sauf que ailleurs, ben, ça va être pareil, il ne va pas y avoir assez d'eau et elle sera complètement polluée également. Alors bon, non, l'eau va être un très gros régulateur. Mais ça, c'est connu déjà depuis. Vous faisiez de la prospective. Hein, à mon avis, vous avez certainement envisagé le problème de l'eau. Et c'est un très gros régulateur, l'eau, évidemment. Ben, merci Thierry. Merci. Pour cette,